certain qu'aucune force, aussi obscure soit-elle, ne pourra mettre fin à cette dynamique africaine-là. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fois-ci, elle n'est pas soutenue par des forces exogènes, ni par des lobbies africaines, ni par une bourgeoisie comprador qui va décider d'un destin funeste pour le peuple africain. Mais elle est soutenue par le peuple africain lui-même. C'est pourquoi les tentatives du colonel Langlais pour renverser, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, pour renverser le président Ibrahim Traoré a échoué. Et ça va toujours échouer, ils peuvent essayer 100 fois. Et concernant le rôle des mouvements panafricanistes africains, je pense que j'ai déjà dit ce qu'il doit faire. Il y a un combat qui est rude, qui est rigide, que nous devons mener. Et dans ce combat-là, chacun aura son rôle à faire. Nous avons aujourd'hui d'autres armes qui sont les réseaux sociaux. Mais je n'exclus pas, surtout je n'exclus pas, l'intervention pratique, s'il le faut, même des enrôlements dans l'armée. Et je suis sûr que ces mouvements panafricanistes-là seront disposés à aller défendre la dynamique de l'AES actuellement. Je ne sais pas si j'ai atteint mon temps ou pas, mais je pense que de manière brève, j'ai réussi à résumer tout ce que j'ai écrit ici. Mais j'aimerais bien terminer par une petite vidéo que j'ai regardée, je pense hier ou avant-hier, sur un réseau social chinois, d'un intervenant burkinabé face au président burkinabé qui parlait du temps, qui disait qu'on dit toujours à la jeunesse africaine qu'elle a du temps devant elle, qu'elle ne doit pas oublier de s'amuser, qu'elle devait profiter de la vie. Et le discours de cet homme-là m'a beaucoup marqué. Parce qu'en réalité, il est vrai que nous n'avons pas le temps. On a le temps quand on devient vieux, quand on prend sa retraite, à partir de 60, 70 jusqu'à 80 ans. À partir de ce moment-là, on a le temps de raconter à la jeunesse africaine notre part dans le recouvrement de la souveraineté totale et dans la reconstitution de l'Afrique. Moi, je vais aller au-delà de la problématique de la France-Afrique. Parce qu'en fait, il faut comprendre comment fonctionne le système capitaliste international, comment fonctionne l'impérialisme, dont la France-Afrique n'est qu'un compartiment. Donc c'est un modèle, c'est un système de pensée global qui essaie à chaque étape et à chaque processus de notre histoire de pouvoir tout simplement mettre la main sur les ressources stratégiques dont ils ont besoin pour faire fonctionner la massif. Alors la France-Afrique, si je parle en image, c'est comme un serpent qui a plusieurs têtes. Donc vous avez un levier effectivement qui est économique, vous avez un levier qui est politique et vous avez un levier qui est militaire. Mais ces trois leviers-là sont enveloppés par ce qu'on appelle une influence culturelle et médiatique. Parce que c'est à travers la culture qu'on parvient à créer ce qu'on appelle un soft power, puisqu'il s'agit d'une guerre hybride. C'est une guerre hybride. Maintenant, la domination sur le plan économique, elle se manifeste via le franc CFA. Et je pense que c'est un combat que beaucoup de mouvements panafricanistes ont porté. La lutte pour la sortie du CFA. Le levier militaire, c'est la présence des bases militaires sur le sol africain. Dans beaucoup de pays africains, nous avions des bases militaires qui travaillaient non seulement à espionner nos États, mais aussi qui travaillaient tout simplement à déstructurer nos armées nationales, à les fragiliser, de telle sorte que nous n'ayons pas une capacité, n'est-ce pas, à résister à tout ce qui est envahissement, à résister à tout ce qui est, en tout cas, menace. Les partis politiques, les acteurs économiques, les acteurs culturels qui prennent en compte tout le monde. C'est une dynamique globale qui, à chaque étape du processus, essaie de créer un nouveau instrument pour pouvoir tout simplement riposter contre l'attaque de l'impérialisme, contre la manipulation de l'impérialisme, pour réorienter notre peuple vers, en tout cas, les combats de souveraineté. Aujourd'hui, en fait, ce qui se joue au niveau de l'AES, c'est une guerre hybride. C'est une guerre pour le contrôle des matières premières, c'est une guerre pour le contrôle des ressources stratégiques. C'est une guerre pour la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Souvent, les gens parlent de la France et ils oublient les États-Unis. Alors que les États-Unis, ce sont les chefs de bandits de l'impérialisme. Moi, je préfère plus parler de l'impérialisme américain, de l'impérialisme états-unien. Pourquoi? Parce que c'est un système de pensée global où la France ne fait que jouer un rôle de diplomatie. C'est l'enfant gâté
des États-Unis qui jouent le rôle de diplomatie et qui portent la plupart du temps la communication de l'impérialisme. Mais nous avons vu que récemment, les États-Unis, avec le général du commandement de l'Afrique, aujourd'hui, il faut construire ce discours de victoire. Parce qu'aujourd'hui, l'AES, effectivement, a fait connaître au système capitaliste une défaite. D'abord, le départ des opérations françaises sur le sol du Mali, le départ de la MINUSMA sur le sol du Mali, sur le sol aérien de façon globale, ça c'est des victoires qu'il faut raconter. Il ne faut pas être dans ce discours de victimisation. Nous sommes forts, mais nous ne sommes pas encore conscients que nous sommes forts. Aujourd'hui, on nous parle d'un repositionnement stratégique. Qui dit repositionnement dit rupture. Quelle est cette rupture dont on parle? Et là, ce qui est drôle dans le thème, c'est qu'on nous pose la question à savoir qu'est-ce que des mouvements panafricains, qui sont des mouvements sociaux, peuvent faire pour stopper cette France-Afrique. On ne nous demande pas qu'est-ce qu'un État peut faire. On ne nous demande pas qu'est-ce qu'un groupe d'États peut faire. On nous demande qu'est-ce que des organisations sociaux peuvent faire pour bloquer cette avancée-là de la France-Afrique. Cet essai, on va dire, de repositionnement. Alors, la question peut sembler ambitieuse, mais si on voit tout ce que les mouvements panafricanistes ont réussi ces dernières années à faire, on comprend que la question, c'est ce qu'on appelle en droit la justification du contexte. Pourquoi on nous questionne sur la capacité de ces mouvements à pouvoir faire quelque chose? Il se trouve que ces dernières années, on a assisté à la montée de mouvements panafricanistes. Cette montée, je vais essayer de la définir en 3 points. D'abord, on a eu de jeunes leaders, de très jeunes leaders. On a eu des influenceurs, on a eu des intellectuels et on a eu une diaspora très engagée auprès de ces mouvements sociaux-là. Deuxième point, on a eu de nouveaux canaux qui ont été utilisés. Le premier canal, c'est les réseaux sociaux. Il y a aussi eu les mobilisations populaires. On a aussi assisté à des conférences, à des productions culturelles. Et le troisième point, qui est le point, je vais dire, qui est le coup de poing le plus dur que la France-Afrique a eu, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, le message panafricain s'est dispersé. Pour la première fois depuis très longtemps, les panafricanistes ont été smart. Comment ils ont été smart? Ils ont su prendre ce message-là et ne pas l'utiliser dans une logique communautariste. Les panafricains ont décidé de mettre fin au communautarisme.